Imaginez cette scène. Une décision prise, non pas à la lumière du jour, mais dans l'obscurité dense d'une nuit africaine. Cette décision, aussi silencieuse que puissante, n'a pas seulement redessiné les contours du pouvoir au Burkina Faso, elle a aussi envoyé des ondes de choc jusque dans les moindres recoins de la vie quotidienne, bien au-delà des frontières du continent. Vous pourriez penser que cette histoire ne vous concerne pas directement, qu'elle se joue loin de chez vous, dans une Afrique lointaine et mystérieuse. Et pourtant, chaque choix de l'ombre, chaque silence imposé a un prix qui, tôt ou tard, finit toujours par se répercuter sur le monde entier. Tout commence par un événement qui, à première vue, paraît anodin. L'exfiltration discrète de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président burkinabé, du Togo vers Ouagadougou. Pas de conférence de presse, pas de déclaration officielle, pas même une simple photo pour immortaliser ce moment. Seule une poignée d'initiés connaissait la vérité. Les autorités togolaises et burkinabés avaient décidé d'agir dans l'ombre, de ne rien laisser filtrer. Ce n'était pas un oubli, mais un calcul froid, une stratégie mûrement réfléchie. Ce choix du silence n'a rien d'un hasard. Il puise dans une tradition bien plus ancienne que l'on pourrait croire. Une pratique qui a façonné l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et qui trouve ses racines dans la gestion délicate des transitions de pouvoir. Mais cette fois, le silence n'était plus seulement un outil de précaution. Il est devenu une arme redoutable, une manière de contrôler le temps, les émotions, les réactions. Dans une région où chaque mot peut mettre le feu aux poudres, où la moindre rumeur peut suffire à déclencher une crise, se taire devient un acte de puissance. Prenons un instant pour revenir sur des exemples historiques. Dans les années 70, lors des coups d'État successifs en Afrique centrale, le silence était souvent de mise. Lorsque Mobutu Sese Seko s'empara du pouvoir au Zaïre, l'annonce fut différée, le temps de sécuriser la capitale et de neutraliser les partisans du régime précédent. Plus récemment, lors de la fuite de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire en 2014, l'absence de communication officielle a permis d'éviter l'escalade immédiate des tensions à Ouagadougou. Dans chacun de ces cas, le silence n'était pas synonyme de vide, mais de stratégie. Pourquoi, alors, les autorités burkinabées et togolaises ont-elles opté pour cette méthode lors du rapatriement de Damiba? Parce que dans le contexte actuel, où les réseaux sociaux amplifient la moindre information en quelques secondes, la discrétion est devenue une nécessité vitale. Un tweet, une vidéo sur WhatsApp, et c'est tout un pays qui s'enflamme. Le silence, c'est la possibilité de garder la main, d'imposer son rythme, de surprendre l'adversaire avant même qu'il ait eu le temps de réagir. Mais au-delà de l'efficacité immédiate, ce choix soulève une question fondamentale. Que devient une société lorsque la stabilité justifie le recours au secret, à l'exception, à l'accélération des décisions hors du regard public? Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut se pencher sur le rôle de l'exil politique en Afrique de l'Ouest, un mécanisme qui, depuis plusieurs décennies, a permis d'éviter bien des catastrophes. Pendant longtemps, l'exil politique a servi de soupape de sécurité pour les régimes déchus. Lorsqu'un chef d'État était renversé, il quittait le pays, trouvait refuge dans une capitale voisine et laissait la tempête politique s'apaiser. Ce système, quoique critiquable, permettait d'éviter la spirale de la vengeance. Le Togo, par exemple, a souvent accueilli des dirigeants en fuite, comme l'ancien président malien Moussa Traoré en 1991, ou encore Charles Taylor, l'ex-chef d'État libérien, avant son arrestation. Ces hôtes n'étaient pas célébrés, mais tolérés, surveillés à distance, protégés par un silence complice. Cette tradition s'est perpétuée jusqu'à récemment. Paul-Henri Sandaogo Damiba, après avoir été renversé, s'est installé à Lomé, capitale tranquille en apparence, mais sous haute surveillance. Le Togo, fidèle à sa politique de neutralité, a offert l'asile sans publicité, espérant échapper aux regards indiscrets. Mais dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, l'exil n'est plus vraiment un oubli, seulement un déplacement temporaire sur la carte des tensions régionales. L'équilibre fragile de ce système s'est fissuré avec le retour de Damiba à Ouagadougou. Désormais, chaque semaine passée à Lomé nourrissait la méfiance du Burkina Faso, qui redoutait une déstabilisation orchestrée depuis l'étranger. Les autorités togolaises se sont retrouvées prises dans un étau. D'un côté,
la responsabilité morale d'accueillir un réfugié politique. De l'autre, la pression croissante d'un voisin inquiet pour sa sécurité. Une situation similaire s'est produite lors de la crise ivoirienne, lorsque Laurent Gbagbo trouva asile au Bénin avant d'être transféré à la Cour pénale internationale. À chaque fois, la neutralité des pays hôtes a été mise à l'épreuve, et la tentation du secret s'est imposée. Le rapatriement silencieux de Damiba marque donc une rupture. Ce n'est plus seulement la fin d'un exil, mais la remise en cause d'une tradition régionale. Désormais, aucun dirigeant déchu ne peut être certain de trouver un sanctuaire sûr. Les pays hôtes, eux, hésitent à jouer les arbitres, de peur d'être accusés de complicité. Le spectre de l'instabilité plane plus que jamais sur la région. Pour bien saisir l'ampleur de ce tournant, imaginons un scénario. Un autre dirigeant, menacé d'éviction, cherche à fuir vers un pays voisin. Désormais, il sait que son refuge pourrait n'être que temporaire, que le silence qui l'entoure peut se retourner contre lui à tout instant. Il hésite, s'inquiète, multiplie les contacts clandestins. Cette incertitude fragilise les négociations de sortie de crise, car plus personne ne veut se retrouver pris au piège d'une fausse promesse. Le retour de Damiba n'a donc rien d'un simple transfert administratif. Il symbolise la fin d'un modèle et l'émergence d'une nouvelle logique du pouvoir, celle de la gestion par le secret, du contrôle de l'information, de la maîtrise du temps. Là où la neutralité assurait jadis la paix, c'est désormais la discrétion qui garantit l'équilibre. Mais pour combien de temps? Ce choix du secret n'est pas sans risque. Lorsqu'il s'impose comme norme, il transforme en profondeur la relation entre le pouvoir et la société. Prenons l'exemple de l'Union soviétique, où le secret d'État était érigé en principe de gouvernance. Les décisions majeures étaient prises dans le huis clos du Politburo, loin des regards du peuple. Résultat, une société gangrenée par la méfiance, des rumeurs alimentant la paranoïa et une défiance généralisée envers les institutions. Si l'Afrique de l'Ouest suit cette voie, elle court le risque de voir l'exception devenir la règle, et la confiance du peuple s'effriter lentement, mais sûrement. Derrière chaque opération secrète se joue un bras de fer invisible. Le pouvoir, en maîtrisant le silence, impose sa cadence. Les opposants, sidérés, peinent à réagir. Les alliés, incertains, attendent la prochaine consigne. Ce schéma n'est pas nouveau. Il rappelle la doctrine du choc, théorisée par Naomi Klein, selon laquelle les gouvernements profitent des crises pour imposer des mesures impopulaires à l'abri du regard public. Ici, la sidération n'est pas la conséquence, mais l'objectif. Prenons un exemple concret. L'arrestation secrète de Nelson Mandela en Afrique du Sud en 1962. L'absence d'informations officielles a permis au régime de l'apartheid de contrôler la narration, de désorienter les partisans de l'ANC, de retarder la mobilisation internationale. Ce n'est que lorsque la vérité a éclaté que la machine de protestation s'est mise en marche, mais il était déjà trop tard pour éviter l'emprisonnement du leader. Dans le cas de Damiba, le message envoyé est clair. La distance ne protège plus. L'exil n'est plus un abri sûr. Les anciens leaders, les opposants en fuite, les capitales voisines, tous comprennent que la règle du jeu a changé. Désormais, le silence peut frapper à tout moment, renversant les équilibres en un clin d'œil. Ce mode opératoire s'accompagne souvent d'un vernis juridique. Par le biais de la justice, le pouvoir donne une apparence de légalité à des décisions éminemment politiques. Les procédures sont longues, opaques, techniques. Le débat démocratique se dissout dans les détails administratifs. C'est ainsi que, dans de nombreux pays, des lois d'exception ont été votées à la hâte, sous prétexte d'urgence sécuritaire, pour justifier des arrestations arbitraires ou des expulsions discrètes. Mais à force de privilégier l'efficacité sur la transparence, les gouvernements prennent un risque majeur, celui de voir la confiance du peuple s'éroder jour après jour. Les citoyens, habitués à tolérer l'opacité pour un peu de stabilité, finissent par oublier ce que signifie réclamer justice, demander des comptes, exiger la vérité. Et lorsque la tempête sera passée, il sera peut-être trop tard pour reconstruire ce lien fragile. Accepter que l'État opère dans l'ombre, c'est ouvrir la porte à des dérives potentiellement incontrôlables. Aujourd'hui, c'est un ancien chef d'État qui tombe. Demain, ce pourrait être n'importe quel citoyen, victime d'une décision prise sans explication,
sans recours, sans débat. Le prix de cette habitude se paie en méfiance, en peur, en perte de repères. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Il traverse déjà les frontières, inquiète les capitales voisines et révèle une fracture croissante entre la promesse de sécurité et la confiance populaire. Partout, la tentation du secret gagne du terrain. Partout, la démocratie s'effrite sous le poids de l'urgence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre front s'ouvre, celui de la confrontation entre la gestion du secret et l'exigence de reddition des comptes. Jusqu'où l'État peut-il aller sans perdre l'adhésion de son peuple? La question n'est pas abstraite. Elle se pose chaque jour, dans chaque décision prise à huis clos. Prenons l'exemple du Chili de Pinochet, où les disparitions forcées et les assassinats politiques étaient enveloppés de silence. Pendant des années, les familles ont réclamé la vérité, mais l'État a opposé le secret d'État, renforçant la peur et la méfiance. Ce n'est que bien plus tard, au prix d'une mobilisation collective et de pression internationale, que la lumière a commencé à poindre. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, le précédent du rapatriement clandestin de Damiba fissure les codes établis depuis des générations. Chaque ancien chef d'État exilé, chaque pays refuge, doit réévaluer ses options. L'incertitude s'installe, la méfiance s'accentue, les alliances se fragilisent. La région tout entière devient plus instable, plus imprévisible. Cette instabilité ne s'arrête pas aux portes de l'Afrique. Elle s'étend aux marchés financiers, aux routes de l'énergie, aux circuits logistiques mondiaux. Prenons le cas de la crise en Libye en 2011. La chute de Kadhafi, orchestrée dans la confusion et le silence, a provoqué une flambée des prix du pétrole, perturbé les chaînes d'approvisionnement et alimenté les réseaux de trafiquants. Les citoyens ordinaires, de Paris à New York, ont ressenti l'impact de cette instabilité sur leur pouvoir d'achat, à la pompe comme à la caisse du supermarché. Face à ces risques, les gouvernements occidentaux réagissent en renforçant leur présence militaire, en augmentant les aides d'urgence, en réorientant leur budget vers la sécurité. Mais ces mesures, souvent coûteuses, ne font que masquer la fragilité croissante de l'ordre régional. Les fonds qui auraient pu servir à l'éducation ou à la santé sont détournés vers la gestion de crise, colmatant les brèches sans jamais résoudre le problème de fond. Ce basculement s'accompagne d'une mutation profonde du modèle de gouvernance. Désormais, l'efficacité immédiate prime sur la transparence. Le secret s'impose comme règle, l'exception devient la routine. Ce modèle séduit, s'exporte, mais partout il mine la confiance des citoyens et fragilise la démocratie. Prenons un autre exemple historique, la France pendant la guerre d'Algérie. De nombreuses opérations de maintien de l'ordre, comme le tristement célèbre massacre du 17 octobre 1961 à Paris, ont été organisées dans le plus grand secret. Les conséquences de cette politique de l'ombre ont été ressenties pendant des décennies. Fractures sociales, défiance envers les institutions, blessures mémorielles jamais refermées. Fermer les yeux sur ces dérives, c'est accepter une lente érosion des valeurs démocratiques. La peur s'installe, la parole se raréfie, et le coût réel, humain, économique, institutionnel, s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Mais derrière chaque décision d'urgence se cache une question fondamentale. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier la transparence pour un sentiment provisoire de sécurité? Ce dilemme n'est pas propre à l'Afrique. Il se pose à chaque crise majeure, pandémie, menaces terroristes, instabilité politique. Prenons 3 scénarios pour illustrer les choix possibles. Premier scénario, la dissuasion immédiate. L'État frappe fort, éloigne le danger, rassure la population. Cette méthode a été utilisée lors des émeutes de Los Angeles en 1992. La garde nationale a été déployée en masse, le calme est revenu, mais la défiance envers les autorités s'est accrue. Deuxième scénario, l'érosion progressive. Les mesures d'exception s'installent, les arrestations se multiplient, le contrôle se généralise, le débat se tarit. C'est le cas de la Turquie après la tentative de coup d'État de 2016. Purge massive, médias muselés, liberté restreinte. Le pays a gagné en stabilité apparente, mais au prix d'une fracture profonde avec la société civile. Troisième scénario,
la dérive silencieuse. Le pouvoir se fissure, la contestation se terre, l'exil n'est plus un refuge, la société devient imprévisible. Cette situation rappelle l'Argentine des années de plomb, où la peur et la méfiance étaient devenues des normes sociales, rendant tout retour à la démocratie plus difficile. À première vue, ces systèmes fonctionnent. Les prix cessent de grimper, la peur recule, la vie reprend. Mais à long terme, l'exception s'installe, les garde-fous disparaissent, la transparence s'efface. La société s'habitue à l'urgence, oublie la normalité, abandonne la parole au profit du silence. Lorsque l'exil n'est plus un refuge, le conflit ne s'éteint pas. Il se dissimule, nourrit le ressentiment, affaiblit la légitimité du pouvoir. Les tensions deviennent invisibles, l'État imprévisible. La société apprend à vivre avec la peur, à renoncer à la justice, à oublier le sens du mot « responsabilité ». Tout se joue ici. Le gouvernement peut-il garantir la stabilité sans sacrifier le peu de confiance qui lui reste? Plus il s'appuie sur l'exception, plus il grave dans les esprits que la règle n'a plus de sens. On s'habitue à survivre, à accepter la suspension des droits, jusqu'à ne plus savoir comment les reconquérir. Le danger dépasse le cadre politique. Il touche à l'humain, à la cohésion même de la société. Accepter d'être gouverné dans l'ombre, au nom de l'efficacité ou de la sécurité, c'est risquer demain une société fragmentée, épuisée, silencieuse. Le coût de cette habitude, peur, hausse des prix, perte d'aide, défiance généralisée, déborde largement les frontières du Burkina Faso. La boucle est bouclée. La frontière entre nécessité et précédent dangereux n'a jamais été aussi mince. Reste à voir qui osera rouvrir le débat, qui aura le courage de réclamer la lumière dans un monde où le silence est devenu la norme. Mais le silence n'efface pas les conséquences. Lorsque l'exception devient habitude, l'Afrique de l'Ouest retient son souffle, consciente qu'une page se tourne. Chaque gouvernement qui cède à la tentation du secret creuse un peu plus le fossé entre le pouvoir et la société. Après ce vol discret, une certitude s'effondre. Désormais, nul ne peut croire que l'exil garantit la sécurité. Ce retour n'est pas seulement la fin d'un exil, mais la rupture d'une vieille promesse. Celle qui disait que la distance protège les vaincus, que les règles, même fragiles, finissent toujours par tenir. Ibrahim Traoré, en agissant dans l'ombre, a prouvé qu'un secret bien gardé peut l'emporter sur le débat public. En quelques heures, la vitesse a remplacé la transparence, et le silence est devenu une arme politique. Ce choix crée un précédent dangereux. D'autres s'en inspireront peut-être, dans toute la région et au-delà. Ne pensez pas qu'il s'agit d'un simple jeu de pouvoir, réservé à quelques cercles fermés entre Ouagadougou et Lomé. Là où la lumière disparaît, la méfiance s'installe. Là où la stabilité s'impose dans les coulisses, c'est le citoyen ordinaire qui paie le prix fort. Liberté rognée, hausse des prix, aides internationales détournées. Refuser de s'interroger, c'est déjà céder du terrain. Croire que ces décisions secrètes ne vous concernent pas, c'est oublier que, partout, la défiance envers les institutions progresse, que la vie devient chaque jour plus chère et que la confiance s'érode en silence. À l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, c'est tout l'équilibre de la gestion du pouvoir qui vacille. Si demain chaque gouvernement agit en secret au nom de la stabilité, ce n'est pas seulement la politique burkinabé qui bascule. C'est toute la doctrine régionale de crise, le rapport à la vérité, et à terme, la sécurité collective qui sont menacées. Ne voyez pas ici simplement le retour d'un homme tombé en disgrâce. Voyez plutôt la naissance d'une nouvelle règle du jeu, où le silence prend le pas sur la parole, où la force se cache derrière le rideau. Mais à quel prix? La question demeure, brûlante. Sa réponse vous concerne. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est accepter que demain s'écrive sans vous. Êtes-vous prêt à vivre dans ce monde d'ombre, ou choisirez-vous d'en observer chaque mouvement, d'en questionner chaque conséquence, avant qu'il ne soit trop tard? Il existe pourtant des alternatives. Plusieurs pays ont su concilier sécurité et transparence. L'Afrique du Sud post-apartheid, par exemple, a mis en place la commission Vérité et Réconciliation, permettant de rendre public le passé douloureux tout en garantissant la stabilité. Au Rwanda,
Après le génocide, les tribunaux Gakaka ont permis un exercice de justice au grand jour, impliquant la population dans la reconstruction nationale. Ces exemples prouvent qu'il est possible de sortir de la spirale du secret à condition d'en avoir la volonté. Concrètement, que faire pour éviter que l'exception ne devienne la règle? Premièrement, instaurer des mécanismes de contrôle indépendants, commissions parlementaires, médias libres, ONG vigilantes. Deuxièmement, éduquer la population à l'importance de la transparence, du débat public, du respect des droits. Troisièmement, favoriser la coopération régionale pour encadrer les transitions de pouvoir et éviter les dérives autoritaires. Enfin, chacun a un rôle à jouer. Les citoyens, en exigeant des comptes. Les journalistes, en enquêtant sans relâche. Les organisations internationales, en conditionnant leur aide au respect des principes démocratiques. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Chaque société, à chaque génération, doit choisir entre le confort du silence et le risque, mais aussi la force de la lumière. Le choix vous appartient. L'Afrique de l'Ouest, à la croisée des chemins, montre combien il est facile de glisser vers l'opacité, mais aussi combien il est vital de défendre la transparence. Car, au bout du compte, ce ne sont pas seulement les chefs d'État qui écrivent l'histoire, mais bien